Albin est docteur en littérature comparée. Sa thèse porte sur la violence politique et l'attentat dans la fiction contemporaine occidentale. Il est un habitué des colloques sur la science-fiction qui ont d'ailleurs été publiés nombre de fois. Il est aussi habitué à nos sessions pop, donc c'est un plaisir que de le retrouver aujourd'hui. Et il nous propose donc de partir du côté du vaudou ou la possession par le sexy chez Alan Moore. Et nous t'écoutons. Le vaudou ou la possession par le sexy chez Alan Moore. Vaudou est une bande dessinée parue en 98 aux États-Unis, scénarisée par Alan Moore et dessinée par Mike Lopez et Al Rio. Elle met en scène la super-héroïne des comics Will Cates, la danseuse Priscilla Kitten, alias Vaudou, et son affrontement à la Nouvelle-Orléans contre Christian Charles, le propriétaire d'une boîte de striptease et accessoirement un sorcier utilisant des rituels de la religion vaudou pour faire revenir son père à travers son corps. Pour ce faire, ce dernier fera tuer les danseuses travaillant pour lui et prendra des douches de leur sang. Dans cet affrontement, Kitan sera aidé par des divinités vaudou, les Loa, notamment Papa Legba et Erzuli, cette dernière allant même jusqu'à posséder le personnage principal. Notre travail visera à expliquer en quoi le phénomène de possession est l'axe central de la bande dessinée. En effet, c'est l'un des thèmes récurrents, que ce soit pour le personnage principal ou pour son antagoniste, dont les pratiques visent à être possédé par son père. Pour ce faire, nous étudierons dans un premier temps le but de Charles, puis ce que la possession de vaudou induit, et enfin, plus globalement, la forme du récit d'Alan Moore. Notons cependant, avant de commencer, pour les spécialistes du vaudou dont vous faites partie, que celui d'Alan Moore a beaucoup de différences avec la religion réellement existante. Même si nous avons beaucoup plus lu sur sa forme haïtienne que celle pratiquée à la Nouvelle-Orléans, il nous semble que la prédominance d'Erzuli dans le Panthéon, que l'approche de la mort dans la bande dessinée, ainsi évidemment que l'importance des sacrifices humains, ne soit pas vraiment représentatif de la véritable religion. Toutefois, la bande dessinée n'est pas totalement halloweenesque et évite certains clichés coloniaux qui la rend incomparable avec des œuvres telles que l'épisode de James Bond, Vivre et laisser mourir. Qu'est-ce qu'il a comme but, le petit Christian? Afin de faire revenir son père d'entre les morts à travers son corps, Christian Charles prend des douches de sang de ses victimes, comme vous pouvez le voir. L'idée que la manipulation ou l'ingestion du sang ait un pouvoir sur le temps n'est pas nouvelle. Dans la bande dessinée qui nous intéresse ici, la comtesse Bathory est mentionnée, mais il suffit de penser aux nombreux vampires, là je m'attendais à pouvoir faire des clins d'œil avec l'intervention d'avant, dont les légendes et la pop culture sont peuplées pour comprendre que Moore n'invente rien. C'est un peu sévère. Toutefois, il nous paraît intéressant de comprendre d'où cette idée pourrait venir. Nous ne savons pas si elle repose sur une quelconque vérité scientifique, cependant elle semble revenir dans de nombreuses cultures. C'est donc à l'aide des théories de l'anthropologue L que nous allons essayer de répondre à notre question. Selon lui, l'on retrouve un motif récurrent dans les cultures où le sang est utilisé à des fins magiques. Je cite. L'ordre des choses terrestres repose sur la circulation véhiculée par le sang, qu'il soit utilisé comme encens magique, qu'il serve à animer le tambour et la canne du chaman, ou encore qu'il doive pénétrer l'officiant en personne, le sang est très directement associé à l'obtention des pouvoirs surnaturels. Maîtriser le sang revient à savoir contrôler les forces de l'invisible. Conséquemment, ce même fluide est également le signe de l'élection et de la consécration. Fin de citation. Complétons cette citation avec celle d'une autre anthropologue, Mary Douglas. Plus courte, s'il est vrai que tout symbolise le corps, il est tout aussi vrai, sinon davantage et pour la même raison, que le corps symbolise tout. Fin de citation. Nous avons donc un monde à l'image du corps. Si le corps est tenu en vie par le sang, le monde a lui-même son propre sang, potentiellement des énergies invisibles, et tout comme le sang circule dans le corps, ces énergies circulent dans le monde. Nous ne sommes alors pas loin des théories à propos de l'éther chez les Grecs anciens, ou de celles à propos de l'organe du psychanalyste Wilhelm Reich. Or, dans la citation de L, l'ordre des choses terrestres repose sur la circulation véhiculée par le sang. Il faudrait donc imaginer un rituel effectué ici par le chaman, dans l'exemple de L, où le corps de l'animal, rappelons qu'il est plus question de volaille et autres chèvres que d'êtres humains, n'est plus à l'image du monde, mais qu'il est le monde lui-même. En effet, dans le cadre du rituel dont il est le maître, le chaman procède à une sorte de transsubstantation à grande échelle. Le corps garde ses caractéristiques physiques et son apparence originelle, tout comme le vin dans le rite catholique reste vin, mais sa substance devient celle du monde, tout comme la substance du vin devient celle du sang du Christ. Alors, en agissant sur le sang de l'animal sacrifié, le chaman agit sur le sang du monde. Celui qui contrôle le sang contrôle les forces de l'invisible.
Maintenant que nous avons élaboré une théorie très sûrement critiquable par n'importe quel anthropologue ou chaman venu, il s'ensuit une autre question. Quel est le rapport entre ces pouvoirs et le fait d'arrêter le temps, comme chez les vampires, voire remonter le temps, comme chez Christian Charles, dans notre bande dessinée? Elle utilise le terme circulation, et il est vrai que le sang circule dans nos veines. Eh oui. Les énergies invisibles précédemment mentionnées circulent donc aussi. Or, au risque de nous attarder sur une évidence, pour qu'il y ait circulation, il faut qu'il y ait mouvement. Ce mouvement s'inscrit dans une durée, dans le temps. Tout laisse à croire qu'en contrôlant le sang et donc sa circulation, le vampire ou Charles contrôle cette durée. Ainsi, ils peuvent soit figer le temps, comme le vampire, soit le remonter, comme Charles. Remarquons au passage dans la bande dessinée l'adéquation corps-monde. En faisant revenir son père au monde, Charles fait revenir l'Église, détruite depuis plusieurs années autour de lui. Nous connaissons donc le secret de la vie éternelle. Bravo. Néanmoins, la communauté lectrice pourrait se demander pourquoi Alan Moore a décidé que Charles, fort de ce savoir, préfère faire revenir son père plutôt que d'être lui-même immortel. Pour répondre à cette question, tournons-nous encore vers Bertrand L. Citation. Il a bien fallu que les hommes se rangent à l'évidence des mythes. Le monde déchu aux hommes est imparfait et la condition humaine est éminemment précaire. Maladie, accident, épidémie et mort, qui saurait se satisfaire de cette funeste imperfection? À la différence des religions du salut, le chamanisme et la possession, nous sommes donc dans le cadre d'une religion comme le vaudou, ne parlent ni d'un monde à sauver, ni d'un au-delà meilleur. Dans ce système de pensée, il est seulement question d'un moyen donné aux hommes pour faire face à une imperfection irrémédiable. Fin de citation. En quoi l'anthropologue, notre monde et celui de Charles ne sont pas parfaits. Or, dans la bande dessinée, Vaudou fait remarquer à ce dernier, une fois qu'il est possédé par son père, qu'il est mené par une quête de la perfection. Charles veut être parfait, il veut abolir la mort et devenir son père. Il semble donc que Moore sous-entend que cette figure paternelle est un idéal de perfection pour l'antagoniste. Nous ne savons rien du complexe d'Oedipe du petit Christian, mais les plus freudiens de la communauté lectrice devront avouer qu'il a trouvé un moyen original de régler ses névroses. Au lieu de lutter contre son surmoi, selon Freud, une introjection de la figure paternelle, ou de l'affaiblir, il le devient littéralement en étant possédé par son père, ce qui oblitère son moi originel. Alors, l'effet de la possession par Herzuli. Pour comprendre le rôle de Vaudou, il faut étudier les choix des victimes de Charles. Nous ne connaissons pas les idées d'Alan Moore lorsque celui-là a créé son personnage. Cependant, Charles dit à propos de ses proies, Angel est une junkie, puis plus loin, alors qu'il se fait interroger par la police, inspecteur, ses filles sont des filles tellement dissolues qu'elles n'ont plus de repères. Pour l'amour du ciel, ce sont des danseuses. Celles et ceux qui ont le plus l'habitude de lire des romans policiers peuvent imaginer que Charles choisit en fonction du milieu social des femmes. Personne ne se demandera ce qu'elles sont devenues. Toutefois, à l'aune de ce que nous avons précédemment étudié, nous pouvons avoir une autre interprétation. Charles fait, selon lui, un acte de salubrité publique. Il tue les junkies et les femmes à la vie dissolue. Il nettoie la Nouvelle-Orléans, rend la société meilleure, plus parfaite. Nous retrouvons alors cette quête de la perfection précédemment mentionnée. Néanmoins, si Moore imagine une ville où tous les habitants pensent comme son personnage, nous pouvons articuler les deux interprétations. Personne ne se demandera ce que les victimes sont devenues et les citoyens de la Nouvelle-Orléans seront même plutôt heureux de leur disparition. Cependant, la communauté lectrice pourrait se demander pourquoi Charles s'en prend spécifiquement aux femmes. En effet, la dernière de ses victimes se trouve être un de ses sbires. Le lecteur ou la lectrice attentifs pourront alors se demander pourquoi Alan Moore ne le fait pas tuer des criminels. Cela purgerait autant la ville et c'est retrouvable dans certains comics. La réponse est relativement simple. C'est parce que Christian, comme son père, est hétérosexuel. Comme son père le dit, j'aimais les femmes de mon vivant, or je suis de retour et je les veux toutes. Je la veux, même. Puis, 2 pages après, je t'aurai, toi et toutes les femmes. Tu me vénéreras, tu me craindras. Charles veut contrôler les corps qu'il désire, tout comme il contrôle leur sang, et tout comme le sang dont il arrive à figer le mouvement, il fige le mouvement des corps en les tuant. En somme, une bonne femme désirable est une femme désirable morte. L'on pourrait néanmoins se demander en quoi tuer des femmes pourrait rendre Charles plus parfait. Comme Vaudou lui dit, je suis celle dont tu as rêvé, mais que tu n'as jamais eue. Puis, dans ta quête de perfection, tu me veux. Il semble alors que la perfection visée par Charles soit aussi une absence de frustration. Alan Moore, pour des raisons scénaristiques assez évidentes, a décidé que l'antagoniste de sa bande dessinée ne serait pas bouddhiste, ce qui est dommage, mais bien plutôt un criminel. Pour qu'il y ait absence de frustration, il faut figer la femme et donc la tuer. Cependant, la communauté lectrice retrouvera cette idée d'immobilisation du corps partout dans la bande dessinée. Ainsi, pour être tuées, les femmes sont attachées et mises dans des cages,
D'une manière plus innocente, la scène de danse pourrait être comparable à ces cages. D'ailleurs, l'un des policiers mentionne le fait que des spectacles de striptease peuvent parfois s'y dérouler. La femme, en train de se dévêtir, est éminemment désirable, mais reste cloîtrée sur l'espace d'une scène, ne pouvant sortir. Il existerait dès lors un jeu de frustration entre le spectateur et la danseuse, mais cela reste une frustration sous contrôle. La personne qui domine est bien la personne hors scène. Nous en arrivons donc au striptease et au personnage de vaudou. Dans la vraie religion vaudou, les cérémonies sont accompagnées de danse et de musique. Or, dans la bande dessinée, la seule personne possédée qui danse reste la protagoniste. Nous trouvons judicieux, pour comprendre le rôle que cet art tient ici, de nous tourner vers le philosophe et poète Paul Valéry. Ce dernier écrit, citation, une personne qui danse s'enferme en quelque sorte dans une durée qu'elle engendre, une durée toute faite d'énergie actuelle, toute faite de rien qui puisse durer. Elle est l'instable, elle prodigue l'instable, passe par l'impossible, abuse de l'improbable, et à force de nier par son effort l'état ordinaire des choses, elle crée aux esprits l'idée d'un autre état, d'un état exceptionnel, un état qui ne serait que d'action, une permanence qui se ferait et se consoliderait au moyen d'une production incessante de travail. Fin de citation. Selon nous, cette citation décrit tout ce contre quoi Charles lutte. Alors que ce dernier veut contrôler le temps, et donc la durée et les corps, la danse permet à Vaudou de résister. Elle sort du contrôle en engendrant sa propre durée. Elle est instable, incontrôlable et imprévisible. Elle crée un état d'exception dans le monde soi-disant parfait que Charles veut établir. Nous retrouvons cette idée lors d'un spectacle de striptease dans la bande dessinée. Les gestes deviennent flous, sortant d'un temps ordinaire, perceptible par tous et toutes. De plus, le corps déborde de la case, comme s'il n'était plus assujetti à l'ordre fixé par les standards de la bande dessinée. Vaudou, par la danse, se libère alors de l'ordre qu'on lui a fixé. Cependant, la communauté électrice pourrait se demander pourquoi toutes les danseuses ne se libèrent pas ainsi. La réponse est simple. Au moment décrit ci-dessus, Vaudou est possédé par la divinité Erzuli. D'ailleurs, cela fait déjà un certain temps dans la bande dessinée que c'est le cas. Même si le vaudou de Moore diffère de celui des Haïtiens, laissons l'anthropologue Alfred Metro décrire l'Erzuli prié à Haïti. Citation. On compare habituellement Freda Dahomey à Aphrodite. Les deux déesses se ressemblent dans la mesure où une jolie mulâtresse, le terme à l'époque passait mieux, mulâtresse des Antilles peut évoquer une divinité homérique. Zélie, comme Aphrodite, appartient au groupe des esprits marins, mais elle s'est dégagée de ses origines pour devenir une personnification de la beauté et de la grâce féminine. Elle a tous les traits de la jolie femme, elle est coquette, sensuelle, amie du luxe et du plaisir, dépensière jusqu'à l'extravagance. Dans chaque sanctuaire, il y a une chambre ou un coin de chambre consacré à Zélie. On y garde ses robes roses et bleues et ses bijoux, tandis que sur une table, l'attendent cuvette, serviette de toilette, savonnette, brosse à dents, peigne, rouge à lèvres et cure-ongles. Aussitôt qu'Ésilie possède un fidèle, homme ou femme, celui-ci est conduit dans ce cabinet pour s'y parer. Fin de citation. Notons dès à présent que dans cet extrait, Métro fait remarquer qu'Erzuli, donc une divinité féminine, peut posséder un homme. Cela nous sera utile par la suite. Erzuli, ici Ésilie, est donc l'archétype de la femme désirable. Nous ne commenterons pas comment la femme désirable est représentée dans le vaudou haïtien, ni ce qu'elle pourrait être pour Métro. À ce sujet, nous nous contenterons de citer rapidement l'anthropologue François Héritier. C'est que le mythe ne parle pas de l'histoire, il véhicule un message. Sa fonction est de légitimer l'ordre social existant. Fin de citation. En somme, si les femmes désirables sont dépensières jusqu'à l'extravagance, c'est un peu de la faute d'Erzuli. Acceptez-le. Remarquons cependant le traitement réservé à la personne qui est déjà possédée. Elle va se parer dans un cabinet où se trouvent des vêtements roses et bleus, des bijoux et divers produits. Nous remarquons alors une scène parallèle dans la bande dessinée. Avant de danser, Vaudou le fait elle-même remarquer. Elle se lave devant Erzuli, se perfume, enfile les bagues que la déesse lui confie, puis enfin s'habille d'une robe rose. Cela fait beaucoup trop de coïncidences, Alan Moore s'amuse, Vaudou est déjà possédé à ce moment-là. Notons néanmoins dans ces pages une phrase d'Erzuli qui aurait peut-être fait grimacer des dents de Nick Wittig. Tu dois être somptueuse pour incarner le rêve de tous les hommes. Même si elle peut déplaire à certaines, elle reste toutefois dans les thématiques de la bande dessinée et les explique, la violence patriarcale induite par une certaine forme de désir hétérosexuel. Mais pourquoi Erzuli s'amuse-t-elle à posséder Vaudou, me direz-vous? Il semble que la réponse soit assez évidente, du moins si l'on est habitué à lire des comics, pour que la super-héroïne puisse affronter le super-vilain. Mais il nous semble que cela va plus loin. Pour le comprendre, revenons aux théories de Bertrand L. à propos des chamans et des cultes avec possession, notamment le vaudou. Citation. L'équilibre de l'ordre social n'est qu'un reflet de l'harmonie cosmique. La parole inspirée se doit de dénoncer la transgression et la faute, car la souillure qui en résulte est un puissant ferment de désagrégation.
Au-delà du corps social, c'est l'ordre rerum même qui est menacé. Fin de citation. En affrontant Christian Charles, Vaudou affronte une menace pour l'ordre rerum. Un homme qui, en voulant devenir parfait, abolit la mort et contrôle le temps et le corps, et les corps. Or, comme Vaudou le dit lorsqu'elle est possédée par Ursuli, je suis la séduction, le désir hétérosexuel, bref, le principe vital, j'ai poussé des atomes à s'agglomérer en molécules, les protozoaires à créer des singes. Fin de citation. Lord Aurerum est tout cela, ce qui évidemment le rend instable, dynamique et imparfait pour Charles. En détruisant ce dernier, Vaudou restaure Lord Aurerum et ainsi par là même l'ordre social qui n'en est que le reflet. Et maintenant, on passe à la trouvaille. Selon nous, le phénomène de possession dépasse le cadre strict du récit et Alan Moore s'amuse avec. Pour le comprendre, lisons ce qu'Alfred Métro dit à propos de Papa Legba, qui est donc, en fait, d'une certaine manière, c'est un peu les deux qui sont à l'image. Mais bon, mais c'est surtout le petit avec sa canne. Oda mais Legba est l'interprète des dieux. Sans lui, ceci ne se pourrait s'entendre, ni les hommes communiquer avec eux. Le souvenir de ce rôle s'est maintenu dans le vaudou. Aucun Loa n'ose se manifester sans l'autorisation de Legba. Quiconque l'a offensé ne peut plus s'adresser à ces Loa et se trouve privé de leur protection. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas s'attirer son inimitié. Il détient la clé du monde spirituel et pour cette raison a été comparé à Saint-Pierre. Fin de citation. Complétons cette citation avec une autre, toujours à propos de Papa Legba, cette fois du sociologue Laennec Urbon. Citation. Tous les Loas n'ont pas la même importance ni la même place dans chacun des panthéons correspondant aux trois rites principaux. Au départ, il existe un Loa considéré comme le chef de file de tous les autres pour tous les rites. Legba, invoqué en premier dans le cadre, il a pour fonction d'ouvrir la barrière des humains du monde surnaturel. Fin de citation. Or, la première page, celle que vous avez sous les yeux, de la bande dessinée est consacrée à un dialogue entre Papa Legba et son équivalent maléfique, Maître Carrefour. Selon nous, en faisant cela, Moore respecte le schéma type d'une cérémonie vaudou. Il invoque Legba qui va ouvrir le monde spirituel, celui de la bande dessinée. Puis, la communauté lectrice voit Vaudou de dos à la dernière case et surtout de face sur la page entière suivante. C'est le personnage principal de la bande dessinée, celui avec qui, si le scénariste et les dessinateurs font correctement leur travail, et si la communauté lectrice partage un minimum de valeurs communes avec lui, cette communauté peut s'identifier. Or, dans l'identification au personnage, il nous semble qu'il y a quelque chose de similaire à la possession, tout comme Vaudou s'identifie avec Ursuli. Pour Alan Moore, la super-héroïne devient donc un Loa qui possédera la lectrice ou le lecteur tout au long de la bande dessinée. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le genre de la personne lisante importe peu. En effet, dans l'exemple donné par Métro précédemment, Ursuli peut très bien posséder un homme. De plus, comme Ursuli le fait remarquer à la protagoniste, alors que celle-là s'apprête à acheter des livres à propos du vaudou, tu es sûr, on n'oublie jamais ce qu'on a appris en haut à droite. Le fait qu'Alan Moore fasse dire cela à l'un de ses personnages à propos de la lecture ne nous paraît pas anodin. En lisant, nous apprenons. En nous identifiant au personnage d'un roman, nous vivons son expérience, ses expériences, face à des situations fictives et diverses. Pour Moore, la lecture et l'écriture deviennent des actes quasi magiques, en lien avec le monde spirituel, c'est-à-dire, selon lui, l'imagination. Notons que pour l'auteur, l'imagination n'a rien d'innocent. Si l'on accepte le parallèle monde imaginaire, monde spirituel, alors ce que Vaudou lit dans un de ses livres prend un sens insoupçonné au premier abord. Citation. Au point de rencontre des contraires, Legba fait face à son contraire. De l'autre côté de la porte, Petromae Carrefour, dit Calfou, contrôle lui aussi le passage. Sans la porte, le monde serait moins divin, mais il serait plus raisonnable et plus juste, car Carrefour peut lâcher sur le monde des démons de la malchance, du malheur et de la destruction. Fin de citation. Certes, l'imagination permet de rendre le monde peut-être plus divin, de lui donner du sens et accessoirement de le rendre plus distrayant. C'est pour cela qu'on lit ou on écrit. Mais lâche aussi des démons, car c'était bien ainsi qu'il faut représenter Christian Charles. En effet, le protagoniste est totalement mené par une imagination où il a introjecté une figure paternelle représentant d'une perfection elle-même totalement imaginaire et construite uniquement selon son idéologie, c'est-à-dire une représentation fantasmée du réel. L'imaginaire, le royaume spirituel, est donc à double tranchant. Il est aussi bénéfique que maléfique. Alan Moore, en donnant à sa bande dessinée la forme d'une cérémonie vaudou, nous permet de le comprendre. En somme, il est semblable à cette vieille femme à la fin de la bande dessinée qui donne à Vaudou sa première leçon, si ce n'est de vaudou, en tout cas de mourisme. Maintenant que la leçon est apprise, allons restaurer l'ordre et Rome.
Comme nous l'avons affirmé dans l'introduction, la possession est l'un des ressorts majeurs de l'intrigue de cette bande dessinée. En effet, elle permet de comprendre le but de Christian Charles, la perfection, et la défense de Vaudou face à son antagoniste. De plus, la communauté lectrice attentive peut constater que la possession est le lien entre forme et fond de la bande dessinée. Alan Moore nous livre ainsi une théorie sur la lecture et l'imaginaire, insoupçonnée au premier abord. Qui aurait pu croire, n'est-ce pas, qu'une bande dessinée assez banale à l'époque pourrait véhiculer une telle idée, en plus de traiter des violences faites aux femmes, qui reste le thème principal de la bande dessinée. Il faut bien avouer qu'Alan Moore arrive à écrire une œuvre intelligente, ici, en tout cas, et à ce propos. Pourtant, son terrain hérité des Wildcats était instable. Des stéréotypes d'ordre sexuel à propos de la femme noire, Vaudou est une stripteaseuse, un sexisme inhérent à la culture comics des années 90. Eh oui. Et un nom, Vaudou, rappelant les pires clichés coloniaux états-uniens. Et pourtant, malgré tout cela, il arrive à proposer un récit intelligent avec évidemment des défauts, mais aussi de nombreuses qualités. Arrive-t-il alors à sortir son épingle du jeu des comics des années 90? Ce sera à la communauté électrice de le dire. Nous avons notre idée à ce sujet et le fait que nous ayons consacré un article à cette bande dessinée permet de le deviner. Merci à vous.